Il est temps de vous informer dans le cadre de votre émission ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS TV, les reflets de tout un peuple, studio canal satellitaire. On est là dans le cadre de cette émission Rendez-vous du soir. Ici, on traite le sujet important qui concerne la nation. On décrypte les grandes lignes d'actualité comme annoncé déjà dans les réseaux sociaux. Vous étiez également très nombreux à réagir et puis j'ai vu autant de morceaux de ces interventions. Voilà, la diaspora, nous vous aimons beaucoup, vous êtes souvent à la page de l'actualité de notre pays. Il est là avec nous, lui s'appelle Monsieur Christian Ingangé, il est au cadre d'un parti politique EANC, EANC, voulais-je dire, parti cher à l'ancienne candidate présidente de la République, Madame Marie-Josée Ifoku. C'est vrai, son parti a des cadres. Vous êtes très nombreux à demander est-ce que ces partis existent? Oui, ça existe. Après, nous avons Monsieur Christian qui est ici avec nous. Il est aussi président d'une ONG, donc JST, ce qui veut dire Justice Sociale pour tous. On va en parler un autre jour, mais du moins on les présente à ses casquettes, avec ses casquettes, mais il est dans plusieurs choses. Il est ici avec nous. Monsieur Christian, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Dolphin, pour ce privilège que vous m'avez accordé ce soir. Je voudrais aussi, n'est-ce pas, dire bonsoir à de nombreux téléspectateurs qui ont eu le privilège de nous suivre en ce moment. Je pense que notre échange sera fructueux pour l'intérêt de la République. Pour l'intérêt de la République, on va aborder trois questions principales dans cette émission, trois axes. Dans cette émission, on va parler de 52e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est déroulée à Genève. Le chef de l'État était avec sa femme et son équipe. On va également parler de l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre et salive, le contrat signé entre la Chine et la RDC. Il y a eu le rapport de l'IGF. L'IGF pense que la RDC n'a pas gagné. Alors quoi comprendre dans ces contrats? Est-ce le rapport de l'IGF est un rapport politique ou un rapport pour l'intérêt de la nation? On en parle. Et aussi la troisième question principale est liée à la situation sécuritaire à l'Est de la République. Il y a plusieurs personnes qui pensent que le régime Tshisekedi a encore amené le pays dans des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes à l'EAC, nous sommes dans plusieurs structures. Il y a ceux qui pensent qu'il faut quitter. Il y a même aujourd'hui l'armée régionale qui est là, qui a créé ce qu'on appelle une zone tampon. Alors, il n'y a pas de solution. On va en parler sur ces plateaux qui seraient les solutions durables pour mettre fin à ces problèmes de l'Est. Mais avant tout, j'aimerais quand même commencer avec des questions. D'abord, des curiosités. Monsieur Christian, c'est vrai, vous êtes président d'une structure JST, Justice Sociale pour tous. Une question, des curiosités. Il y a un enfant qui vient de mourir. Cet enfant a été sauvagement tué par un chat. Justice pour tous. Vous en parlez, sociale pour tous. Parce qu'il y a la justice. Comment expliquer dans un pays comme la RDC, il y a un chat qui arrive à supprimer la vie d'une petite fillette. Et vous prenez pour la justice. Qui est responsable? Les parents? L'État? Merci pour la question posée. Je pense que par rapport à cet incident malheureux qui vient d'arriver, nous avons tous suivi la vidéo qui illustre, n'est-ce pas, le dit incident sur la toile. Un chien, n'est-ce pas, qui a certainement échappé au contrôle de son chef, de son maître, pour aller, donner la mort à une fillette de 2 ans. Moi, je pense que la responsabilité revient au propriétaire, parce que le chien, c'est un animal qui n'a pas de raison. Il doit être bien entretenu et bien, n'est-ce pas, apprivoisé par son propriétaire.
Si ce chien est arrivé à échapper au propriétaire pour aller commettre cet incident malheureux que nous déplorons, c'est tout simplement parce que ce dernier n'a pas pris des précautions nécessaires pour éviter cet incident. Donc la grande responsabilité revient au propriétaire de ces chiens. On peut retenir par rapport à ce qui est arrivé dans le chef de ces derniers, la divagation d'animaux, qui est, n'est-ce pas, une infraction prévue par les codes pénals congolais. Ok. On peut également, sur le plan civil, retenir la responsabilité, faire asseoir la responsabilité civile dans le chef de son propriétaire pour défaut de précaution, défaut, n'est-ce pas, de prudence. Vous voyez? Alors, vous voyez, moi, je pense que il faut que l'État aussi veille à propos. Il y a des races de chiens qui ne peuvent pas être entretenus par n'importe quelle personne. Okay. Il y a des chiens qui ne peuvent être entretenus que par des hommes nantis, des personnes nantis, parce qu'ils doivent bien manger. Alors, lorsque vous n'avez pas vous-même le repas, pour vous-même, vous n'avez pas de nourriture pour vous-même, et vous prenez un chien de cette race-là, vous le gardez chez vous, c'est un danger permanent. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, de suivi à propos. Donc, la grande responsabilité revient au propriétaire, mais dans le chef de l'État, il y a des choses que nous négligeons comme ça, que je fais appel à l'État congolais de pouvoir suivre à la lettre, n'est-ce pas, cette situation, et de veiller pour que de tels incidents ne se reproduisent plus. Alors, qui est le responsable direct? Parce qu'il y a quand même les secteurs. Hein. Est-ce que le ministre de la Justice? Est-ce que le ministre de l'Intérieur? Est-ce le bourgmestre? Est-ce le gouverneur? Voilà. Non, c'est pas le ministre. Qui directement cette responsabilité. L'infraction, il y a eu une faute pénale. Je vous ai dit que dans le ministre de la Santé provinciale, parce que le chien est là, il faut suivre. D'abord, il y a eu une faute pénale dans le chef de son propriétaire. Okay. Qui n'a pas été prudent. Vous voyez? Qui n'a pas pu bien garder ses chiens. Il engage sa responsabilité pénale pour divagation d'animaux. Il peut être arrêté, même il a perdu son enfant, mais il peut être arrêté. Non, j'ai les propriétaires du chien. Oui, oui. Oui, effectivement. Si c'était lui-même le parent de l'enfant, mais si c'était lui-même le parent de l'enfant, on l'arrête. C'est une faute de négligence et de prudence. Ok. On l'arrête, mais l'infraction, vous pouvez commettre une infraction à l'égard de votre propre enfant. Parce que l'État est là pour protéger tout le monde. Dans l'état de droit. Voilà, c'est ça l'état de droit. L'État est là pour protéger tout le monde. Donc même votre propre enfant, s'il arrive que vous commettez une infraction à son égard, l'État, n'est-ce pas, qui est là pour sécuriser tout le monde, va, n'est-ce pas, s'en charger de vous. Et c'est ce qui va arriver pour ces pères-là. Merci, voilà. Messieurs. Il y a également il faut qu'il y ait une politique, n'est-ce pas, pour entretenir ces chiens, et voir qui peut garder un chien de cette race-là. Il faut qu'il y ait des centres, veiller que ces chiens-là aient, n'est-ce pas, des soins appropriés pour protéger la population. Est-ce que tout le monde peut élever le chien? Aujourd'hui, ça devient le prestige. Il faut avoir le moyen. Avec des chiens. Voilà, c'est l'acculturation. Nous sommes en train de suivre ce qui s'est fait à l'Occident. Nous voyons souvent des rappeurs américains avec des chiens. Surtout avec nos séries ici. Il y a une sorte d'acculturation. Nous copions ce qui s'est fait à l'Occident, alors que ces gens-là que nous voyons avec des gros chiens sont nantis. Et ils ont suffisamment de moyens pour les entretenir. Tout n'est pas à copier, chers Congolais. La prévanée, on a perdu une vie. Alors, le mieux, c'est de faire à ce que ça ne puisse plus arriver. Il faut avoir une politique préventive pour quand même protéger le peuple en général. Mais avant tout, j'aimerais quand même entrer du côté de la réalisation. Monsieur Philémon, est-ce que vous pouvez me donner la photo de Madame Marie-Josée Ifoku? Elle, c'est la présidente de ces partis politiques EAN. J'aimerais d'abord avoir sa photo parce que vous êtes un haut cadre de ce parti politique. Voilà, la dame est là. Monsieur Christian, qui est d'abord cette dame? Madame Marie-Josée Ifoku est
c'est la présidente nationale de mon parti, l'AENC, l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Une dame qui a commencé sa carrière politique en 2015 comme commissaire général lorsqu'on a fait la répartition de nouvelles provinces. Elle a été nommée à l'époque par le président honoraire Joseph Kabila comme président national, comme commissaire général, allais-je dire, de la province de la Chuapa. Ensuite, elle a été élue vice-gouverneur. Et lorsque le gouverneur a été déchu par l'Assemblée provinciale, c'est elle qui a fait l'intérim du gouverneur de la province de la Chuapa à l'époque. En 2018, elle a bravé la glace pour postuler comme candidate président de la République démocratique du Congo. Je crois qu'elle était la seule sur la liste des candidats présidents. Bien avant qu'elle embrasse sa carrière politique, beaucoup ne le savent pas, Marie-Josée Ifoku a commencé comme, je dirais, un agent commercial dans une société de vente automobile, très engagée, déterminée, intelligente, intrépide, teintée d'amour, d'abnégation, de sacrifice pour son travail. Elle a fini par devenir directeur général de la même société. Donc c'est une dame qui incarne véritablement le leadership féminin actuellement en République démocratique du Congo. Et sans crainte d'être contredit, je pense que, comme l'avait dit une fois le chef de l'État, que lorsqu'il aura exercé ces 2 mandats, il souhaiterait de se faire remplacer par une femme. Et je crois que la femme qui a le profil pour remplacer les chefs de l'État après 2028, c'est Madame Marie-Josée Ifoku. Alors, c'est Madame Marie-Josée Ifoku. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, on m'a envoyé autant de questions, hein, parce que l'émission est tellement suivie un peu partout. Surtout, c'est la chaîne de la Maman Nationale. Vous voyez cette photo-là? À côté, il y a quoi? Le ballet. Alors, on dit elle est plus dans les sensationnels. Elle est plus dans l'imaginaire. Elle parle de la combolisation. Ça veut dire quoi? Un slogan creux, vide, ou juste pour séduire les chefs de l'État? Bon, vous savez, Madame Marie, la particularité avec l'ANC, c'est que l'ANC est porteuse d'une vision qui est la combolisation. La combolisation, c'est tout simplement la rupture avec le système de prédation des antivaleurs qui a caractérisé la RDC depuis 1885, lorsque nous étions encore une propriété privée du roi Léopold II. Et aujourd'hui, Léopold II n'est pas là, mais cet esprit de la prédation a transcendé les générations et continue à caractériser le leadership congolais actuellement. Et Madame Marie-Josée Ifoku, après avoir fait une lecture minutieuse de l'histoire de son pays, elle a résolu de s'engager dans un combat ou dans une bataille à fleur et moucheté contre les antivaleurs pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Donc la combolisation est très loin d'être un simple slogan. C'est une idéologie, une vision pour la refondation de ces pays. Et la combolisation, n'est-ce pas, repose sur 7 piliers. 7 piliers, n'est-ce pas, importants, prépondérant pour que nous puissions voir aujourd'hui le Congo renaître. Le premier pilier, c'est le nettoyage autour de soi-même. Okay. Il faut que l'homme congolais se nettoie, parce que l'homme congolais a toujours un problème d'éthique, un problème de valeur. Il faut qu'il se nettoie pour bien gérer le Congo, pour amener le Congo à connaître son développement. Il faut un leader épris de valeurs, épris d'amour pour le pays, qui saura une fois n'est-ce pas, qu'il a une portion de responsabilité pour conduire ces pays vers son expansion, faire une différence entre les biens, n'est-ce pas, privés et le patrimoine de l'État. Si aujourd'hui, les gens peuvent se donner le luxe de détourner les deniers publics, de se laisser corrompre, c'est tout simplement parce que ces gens manquent des valeurs. Et ça
c'est un comportement qui a fragilisé les pays depuis les années 60. Et il faut un nettoyage de l'homme congolais. Et deuxièmement, il faut que le nettoyage se fasse autour de l'homme congolais, autour du leader congolais. Parce que vous pouvez être porteur d'une vision, mais vous devez avoir des gens qui doivent vous accompagner. Des acteurs. Des acteurs qui doivent vous accompagner. Alors, il faut que ces gens-là aussi aient le même état d'esprit que vous, que ces gens-là soient aussi porteurs de mêmes valeurs que vous. Alors, il faut bien le choisir, il faut le chercher, il faut les identifier. C'est ce que nous appelons les nettoyages autour de soi-même. Troisièmement, il faut miser sur l'unité dans la diversité. Vous savez que tous les présidents qui sont passés au perchoir de la RDC ont toujours mené une lutte acharnée pour l'unité du Congo. Le président, en commençant par le président Kasavubu, le président Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et les présidents actuels, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prônent pour l'unité du Congo. Mais dans cette unité, il y a une sorte de diversité parce qu'au Congo, on retrouve autant de tribus. Il faut maintenant utiliser cette diversité comme étant un capital pour, n'est-ce pas, amener ces pays vers le développement. Essayons de voir dans telle ou telle autre tribu quels atouts pouvons utiliser pour faire avancer les pays. Comme aujourd'hui on a vu dans les réseaux sociaux, il y a Matata Pogno, il y a Salomon Escadela, représentant de Moïse Katumbi, il y a Chadari, ils se sont mis d'accord pour l'intérêt de Maniema et autres. Donc c'est cette unité que vous voulez. Non, moi je ne suis pas... Bon, c'est une bonne chose quand le frère, les gens se rencontrent quelque part pour, n'est-ce pas, décider de marcher ensemble, de s'accorder le violon. Je suis pas contre, mais je ne parle pas d'unité sectorielle. Je parle de l'unité du Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a pas que le Maniema. Il y a le Kasaï, il y a l'Équateur, il y a l'Omami, il y a 25 provinces. Est-ce que c'est possible, alors, de réunir tout le monde? C'est possible de réunir tout le monde parce que le chef de l'État l'a fait, le Congo. Okay. Rien que le Congo. Le président de la République l'a fait lorsqu'il a, il a reçu, n'est-ce pas, une idée, n'est-ce pas, l'idée de mettre en place l'Union sacrée. Il a fait appel à tout le fils du Congo. Et on a retrouvé toutes les tribus, n'est-ce pas? Le représentant de toutes les tribus, n'est-ce pas, avait répondu à l'appel du chef de l'État pour la création de l'Union sacrée. Ok, il y a tellement... Je suis qu'au 3e pilier. Permettez-moi quand même d'avancer rapidement. Citer d'autres piliers sans pourtant entrer en profondeur. Je vous laisse 4 minutes. Vous avez le prolongement de soi, vous avez l'annulation de tous les contrats où la RDC a été trahie. Tout le contrat où le Congo a été trahi. On va revenir sur ça. Il faut annuler tous ces contrats-là. Il y a également la renaissance, la nouvelle gouvernance, ainsi que la renaissance de la République démocratique du Congo. Merci. Voilà le pilier qui constitue la combolisation. Et comme la combolisation se marie avec la vision du président de la République qui est d'investir en l'homme congolais pour son développement et le développement de son pays, nous avons résolu d'adhérer à l'Union sacrée pour accompagner les chefs de l'État. Ok, donc Madame Marie-Josée Ifoku, elle est dans l'Union sacrée avec ses 2 pieds. Avec ses 2 pieds, mais ce n'est pas une dame qui aime beaucoup travailler avec beaucoup de tintamarre. C'est quelqu'un qui aime travailler dans les silences. Dans les silences. Et dans les silences, elle essaie autant que faire se peut apporter sa pierre pour l'avancement, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Alors, merci parce que vous parlez... Aux côtés du chef de l'État. Parce que vous parlez de la femme. Mais M. Filemo, donnez-moi une photo là où il y a les élèves, hein, les enfants en bleu-blanc. Quelle est la place de la femme au sein de votre parti? Est-ce que la femme est valorisée? Est-ce que la femme peut compétir aussi avec les hommes? Parce que ce n'est pas le cas dans d'autres partis politiques. La femme est valorisée. Je vous informe que l'inspectrice générale du parti est une femme. Il y a une dame... Elle n'est pas visible. Hein? Non, mais je vous dis que
Est-ce que vous avez des femmes compétentes dans votre parti politique? Apparemment. Madame Marie, contrairement à d'autres partis politiques, où vous avez le système de parrainage, de recommandation, Madame Marie-Josée fait exception. Chez elle, c'est la compétence. Parce qu'elle-même, la méritocratie, parce qu'elle-même, en l'entendre parler, vous allez vous rendre compte que c'est une dame qui mise sur l'excellence, le travail. Et c'est cette vision qu'elle a inculquée aux membres de son parti. Votre parti a quelle vision pour la jeunesse? Nous voulons voir une jeunesse, n'est-ce pas, éprise de valeur, engagée, n'est-ce pas, pour le travail, afin de faire avancer le Congo. Vous savez, l'état actuel de notre jeunesse laisse à désirer. Nous sommes dans un pays où vous avez des gens qu'on appelle des prostituées qui sont des influenceuses. Des prostituées qui sont des influenceuses. Vous avez une jeunesse où les gens font beaucoup plus tourner le rein au lieu de faire tourner le cerveau. Comme ici à Pacadjouma, Madame José Foucault passe là, mais elle n'a jamais rien fait. Chez nous, nous donnons, parce qu'on parle de l'élite, vous allez vous rendre compte que l'ANC, le E là, est en minuscule. Parce que l'élite, n'est-ce pas, à laquelle on fait allusion, n'est pas seulement celui qui a eu l'opportunité d'aller à l'école. Mais nous voyons également dans le chef de ce que vous appelez enfants dans la rue, dans le chef de ceux que vous appelez les habitants de Pacadjouma, nous voyons en eux, n'est-ce pas, une potentialité ou de potentialités que l'on peut exploiter pour transformer le pays. Nous ne négligeons personne. Merci. Voilà. Merci. L'AENC, c'est ça, non? L'AENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. Merci. Alors, Monsieur Philémon, donnez-moi une fois de plus ici derrière la photo de Maman Olive Lembe. J'aimerais bien avoir une photo d'elle ici derrière. Je rappelle, sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Christian Ingangé au cadre de ces partis politiques. L'AENC, parti de Madame José-Marie Ifokou. Elle était candidate président à la présidence de la République. C'est ce que je voulais tout simplement. Donnez-moi la photo de Maman Olive Lembe. Alors, Monsieur Christian, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Une grande dame. Quand vous voyez Maman Olive Lembe, elle vous inspire quoi? Quand je vois la première dame honoraire, si je peux l'appeler ainsi, Madame Olive Lembe Dissita, cette dame m'inspire, n'est-ce pas, c'est une dame éprise d'amour pour son pays. Elle essaye, autant que faire se peut, d'apporter sa contribution pour le développement de la jeunesse de ces pays. C'est une dame qui voudrait, n'est-ce pas, pour un tas de moyens qu'elle dispose, amener l'homme congolais vers son développement et ainsi que le développement de l'environnement où il fait partie. J'apprécie beaucoup ses actions sociales. Et elle a des centres, un centre hospitalier, elle a une ONG. J'apprécie beaucoup le travail qu'elle fait et je ne peux que l'encourager à continuer ainsi. Alors, donnez-moi une autre photo. Il y a Maman Denise et Maman Olive Lembe. J'aimerais avoir, parce que votre parti est dirigé par une femme. Absolument. Vous comprenez pourquoi on est en train de parler de femmes braves. S'il faudrait faire la comparaison, ou soit s'il faudrait attribuer des critères entre les deux, sous Maman Olive Lembe, on dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Une grande dame. À l'époque de Joseph Kabila, on avait un budget de près de 5 milliards, à moins que je me trompe, 4 milliards ou 5 milliards. À l'époque de Félix Tshisekedi, on est dans 16. 16 milliards. 16 milliards. Entre les deux, quelle est la femme qui a plus poussé
se nomme Ali de Lab. Sentez-vous à l'aise? Je suis très à l'aise. Okay. Je suis très à l'aise. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Il y a une grande dame. Mais il faut dire que tous les hommes n'ont pas le même état d'esprit. Ok. Il y a des hommes qui écoutent le conseil de leur épouse et d'autres qui n'écoutent pas. Moi, je pense que Madame Marie-Olive Lembedisita avait quand même essayé de faire ce qu'elle pouvait faire aux côtés de son mari. Je crois bien qu'elle est la première conseillère de son époux. Ah ouais. Mais peut-être que son époux ne l'a pas suivi. Je suis dans les hypothèses. Ok. Par contre, la première dame, Madame Excellencia, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, la maman nationale. Au regard de ce que son mari fait, je suis persuadé que ses conseils sont suivis par ces derniers. Okay. Ces conseils sont suivis par ces derniers. Et ce qui me marque beaucoup plus chez Madame Excellentia, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, c'est qu'elle investit beaucoup plus sur l'éducation, sur la formation. Ouais, ouais. Parce qu'on peut donner de l'argent. Les Chinois disent « apprends-moi à pêcher » au lieu de me donner chaque fois du pain. La maman Excellentia, Maman Denise Nyakero, elle investit beaucoup plus sur la formation. Parce que quand on est formé, l'on a la possibilité de se développer soi-même et de développer son environnement. Vous voyez? Alors, c'est un investissement à long terme. Ce que fait Madame Denise Nyakero, et j'apprécie beaucoup. Elle a fait autant de réalisations et continue à le faire, et avec la bourse Excellentia. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait, et je pense que elle est suivie par son mari. Merci. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc, Maman Denise Nyakero, nous avons un budget de près de 16 milliards. 16 milliards de dollars américains. En 3 ans, une prouesse voilà, réalisée par le chef de l'État et son gouvernement. On suppose qu'à l'époque de Kabila, les conseils d'Olive Lembe, Kabila ne suivait pas. À l'époque de Maman Denise, quand même, l'homme suit. La preuve, nous avons un budget à près de 16 milliards. On évolue avec Monsieur Christian Ngangue au cadre de l'AENC de Madame Marie-Josée Ifoku. Alors, j'aimerais bien que nous puissions rester une fois de plus dans la thématique. Parlons-en. 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le chef de l'État s'est rendu là-bas pour porter encore une fois la voix de la RDC concernant également les crimes à l'Est. Oui. On en parle. Il y a ceux qui pensent qu'il y a trop de voyages et la RDC ne gagne rien. Pensez-vous qu'une fois à Genève, la RDC peut bénéficier encore de ce voyage? Absolument. Vous savez, ceux qui tiennent ces discours, bon, vous savez, dans notre pays, Monsieur Philemon, malheureusement, vous avez des gens, à Genève. Des gens qui n'ont pas géré, mais qui s'illustrent, qui se font, n'est-ce pas, qui s'illustrent en chantre de la bonne gouvernance et se permettent de donner des leçons au président de la République, ce qui est déplorable. Voilà, je ne vois aucun pays où l'on peut, n'est-ce pas, être président et mettre jeter dans les oubliettes ou mettre dans les tiroirs la diplomatie. Le chef de l'État est à deux fronts par rapport à ce qui se passe à l'Est. C'est la diplomatie et les opérations militaires, n'est-ce pas, qui se déroulent, n'est-ce pas, sur le champ. Donc, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce que Genève va nous apporter? Je pense que depuis longtemps, Monsieur Kagame a toujours utilisé des alibis pour justifier sa présence sur le sol congolais. Parmi ces alibis, Monsieur Kagame vous parle du soutien indéfectible, selon lui, de FARDC à l'égard de FDLR. Mais cet alibi a été battu en brèche par le président de la République lors de son intervention. Aujourd'hui, il a démontré que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a changé les commandements militaires.
Donc si cela pouvait être une raison hier, aujourd'hui ça ne peut pas l'être parce que le commandement militaire a été complètement changé. Nous avons un nouveau chef d'état-major général aujourd'hui. Ce n'est plus une raison des deux. Monsieur, deuxième alibi, je dirais, ou deuxième motif fallacieux qu'avance monsieur Kagame pour justifier sa présence sur le sol congolais, il dit que nous tenons, le gouvernement congolais permet des discours de haine, de discrimination contre la population rwandophone ou le Tutsi qui sont ici. Et le chef de l'État a encore battu en brèche cet argument fallacieux du président Kagame, disant que qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter que de tels discours soient propulsés ou tenus, n'est-ce pas, dans notre environnement, et au cas où il peut s'avérer que quelques personnes ont eu à tenir de tels discours, que ces dernières répondent, n'est-ce pas, devant les juridictions congolaises. Et aussi, le chef, pour mettre fin à cet alibi, à ces motifs fallacieux du président Kagame, a dit que la RDC avait déjà saisi les hauts commissariats, n'est-ce pas, des Nations Unies pour les réfugiés, pour qu'il soit amorcé après une discussion tripartite RDC, Rwanda, HCR, qu'il soit amorcé, j'étais en train de dire, un processus de rapatriement de ces Tutsis. Comme ça, on n'aura plus de raison à avancer. Est-ce que ça ne serait pas une manière de livrer ces outils entre les mains d'un itinéraire qui est Paul Kagame, au lieu de les accepter ici? Parce que j'ai suivi récemment ici un de nos ministres, Alexis Guissaro, qui a reconnu, il a dit c'est un Tutsi rwandais. Selon l'histoire, on peut avoir les Tutsis congolais, voulais-je dire. Selon l'histoire, on peut les avoir. Oui, lorsque vous... Congolais. Les Tutsis congolais, oui, selon l'histoire, on peut les avoir. Parce que quand vous allez vérifier, vous vérifiez sur Internet les tribus, parmi les tribus que nous avons ici en RDC, vous avez les Banyamulenge qui font partie, n'est-ce pas, des tribus congolaises, et vous avez également les Tutsis congolais. Ils n'ont pas de terre, les Banyamulenge, apparemment. Bon, c'est vous qui me l'apprenez. Hein. Moi, je sais que les Banyamulenge est une communauté. Le chef d'État l'avait même dit lors de son discours, je crois, à Londres, que ce sont nos frères. Donc, quand vous dites qu'ils n'ont pas de tribu, moi, je suis étonné. Vous pouvez être notre frère, mais c'est un débat qui est sur la table aussi. Un frère, vous pouvez avoir être avec votre frère sans qu'il ait, n'est-ce pas, une terre. Je crois qu'ils ont des espaces. C'est une communauté qui existe. Il y a certainement une montagne Mulenge. Voilà, cela ne veut pas dire que voilà des discours. Voilà des discours. Une montagne peut devenir automatiquement. Voilà des discours comme ça qui permettent qui donnent de raison à M. Kagame de justifier ses nombreuses incursions. Nous ne voulons pas de tels discours. D'ailleurs, le Tutsi congolais, et je crois également les Banyamulenge, on dit que Paul Kagame, ils n'ont pas donné mandat à Paul Kagame pour parler d'eux. Ce n'est pas leur porte-parole. Ce n'est pas leur porte-parole. Ils sont ici en sécurité et le gouvernement congolais n'a jamais eu de velléité de pouvoir le chasser du territoire congolais. Voilà, mais maintenant, lorsqu'on va procéder à cette procédure de rapatriement, ça sera un procédure, il y aura une discussion, et le chef l'a dit même aujourd'hui, il a dit que le chef de communauté, de ces communautés, seront également, on fera appel au chef de ces communautés dans ces discussions pour que l'on sache également qui doit retourner au Rwanda et qui doit rester au Congo. Voilà. Comme ça, on n'aura plus de problème dans la sous-région. J'avais vu une fois, le chef de l'État avait reçu un groupe comme ça. J'avais vu Azarias, Nyarugabo et d'autres personnes. Il les avait reçus. Donc, ils sont identifiables. Ils sont identifiables. C'est des Congolais. Merci. C'est des Congolais par la nationalité acquise ici. Donc, mais pas par écoutez, monsieur, le droit naturel d'avoir les terres comme les Bamongo, les Badouba et les autres. Écoutez, monsieur Dauphin,
Cette affaire de la nationalité congolaise, Ok. lorsque vous lisez la loi de 2004, ils ont dit que est congolais, c'est lui qui est né de parents congolais, papa et maman congolais, mais également congolais, c'est lui qui est né soit d'un papa étranger, D'une ou mère d'une mère congolaise étrangère, ou mais vice-versa. sur le sol congolais. Et également congolais, c'est lui dont l'ethnie, les ascendants, allais-je dire, faisaient partie d'une ethnie qui constituait ce qui était la RDC avant l'accession à l'indépendance. Et quand vous allez dans ces ethnies-là, vous retrouvez également les Banyamulenge et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est des Congolais. Nous ne voulons pas avancer de tels discours. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de l'unité. Nous devons être un pour, n'est-ce pas, faire avancer ces pays et barrer la route à Paul Kagame et ses aventuriers des M23 qui veulent nous diviser, chercher des alibis, des motifs fallacieux, des prétextes pour continuer à occuper nos terres. Voilà, monsieur Alors Christian, qu'entre nous, il n'y a aucun problème. Monsieur Christian Ngangué, donc c'est en deuxième session du Conseil 52e. 52e session du Conseil du droit de l'homme à Genève. Je confirme encore que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, il se bat bec à ongles pour trouver la solution aux problèmes qui dérangent la RDC, surtout le problème de l'Est. C'est un rassembleur, quelqu'un qui aime la paix, qui veut que tout le monde se retrouve en République démocratique du Congo, mais qui est contre les haineux, les gens qui cherchent des prétextes, pour nuire à l'image de la RDC. La RDC, c'est un pays hospitalier pour tout le monde, comme nous avons aussi les bandits ici. Il y a autant de personnes qui nous ont jamais posé des problèmes. Mais pourquoi seulement le de l'autre côté là-bas? Et puis Paul Kagame n'est pas le porte-parole de ces gens-là. Ces gens sont des ministres ici. Ils sont à l'aise, ils ont des maisons. En droit, on dit nul ne plaide par procureur. Il doit arrêter de nous distraire. En droit, on dit nul ne plaide par procureur. Vous ne pouvez pas commencer à parler au nom d'une communauté sans avoir une procuration, sans que l'on vous donne la procuration. Merci, merci. On peut évoluer avec vous. Parlons d'une autre question intéressante. Avant de parler de ces fameux contrats entre la RDC et la Chine, mais j'aimerais quand même qu'on ouvre la question de l'insécurité à l'Est. Parce que ces problèmes ouvrent également cette question, cette question de l'insécurité. Nous avons aujourd'hui le M23. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo, il y a des soldats. Nous avons aujourd'hui le M23 qui réclament autant de choses. Mais on dit que le problème, ce n'est pas le régime Tshisekedi, mais c'est plutôt le régime Kabila qui avait conclu avec eux cet accord du 23 mars. Est-ce le M23 a raison réellement de réclamer ces accords? Selon l'actuel régime, on dit que ces accords ne sont pas à l'avantage de la RDC. Est-ce qu'il faut les appliquer ou aller outre? Est-ce que l'on peut dire que des terroristes, peuvent revendiquer quelque chose? Vous voulez dire quoi? 23, c'est des terroristes. Mais l'accord existait avant qu'on puisse les qualifier de terroristes. C'est ce que nous déplorons. Cette situation ici n'a pas été créée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi cherche à solutionner une problématique qu'il a trouvée sur sa table. En 2009, il y a eu une rébellion appelée CNDP. Le CNDP qui est venu de RCD, le RCD qui avait fait la guerre à Mzee Laurent Désiré Kabila. Et lorsque, RCD d'Azarias Rouberois. Ouais, le RCD d'Azarias Rouberois avait fait la guerre à Mzee Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous, à l'époque. Azarias est ici, non? Il est ici. En tout cas, je ne sais pas si. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. C'est un pasteur, il semble. Oui, c'est un pasteur, mais ils ont fait la guerre à Mzee Laurent Désiré Kabila. Et lorsque le président Honoré Joseph Kabila est arrivé à pacifier l'Est du pays avec, ça il faut le reconnaître, avec le 1+4, le RCD n'existait plus, parce que tous les belligérants étaient devenus, ces groupes rebelles s'étaient métamorphosés en partis politiques, et ces belligérants étaient devenus des vice-présidents, et il y a eu des brassages et des mixages, et juste après, le même RCD il y aura des défections des militaires des RCD pour former le CNDP. Et en 2009, le président Kabila
signe les accords avec les CNDP. Et dans ces accords, l'on a également parlé des mixages et des brassages. Okay. Les CNDP, quelques années ou quelques mois après, quelques officiers qui avaient adhéré l'armée congolaise vont, n'est-ce pas, quitter pour aller créer le 1-23 au motif prétexte que les résolutions de leur accord de 2009 avec le gouvernement du président Kabila à l'époque n'ont pas été respectées. Le président Tshisekedi arrive, il se rend compte que cette affaire de brassage et de mixage nous crée des problèmes. Okay. Nous ne pouvons plus continuer. C'était devenu un fonds de commerce. Un fonds de commerce parce que autant on accepte le brassage, autant nous créons des problèmes parce que ceux qui adhèrent, ces groupes armés, lorsqu'ils adhèrent, ils finissent par, pour des motifs inavoués, quitter l'armée et continuer parce que ils veulent continuer, ils veulent, n'est-ce pas, entretenir les désordres dans la sous-région pour piller systématiquement les richesses de la RDC. Le chef dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors, les revendications de M23 reposent également sur ça, sur cette affaire de brassage et de mixage. Reposent également sur de terres qu'ils revendiquent. Ouais. C'est inacceptable. Si vous êtes Congolais, comme ils les prétendent, vous réclamez des terres, vous devez certainement avoir de terres. Mais comment vous, qui prétendez être Congolais, vous n'avez pas de terre. Donc vous n'êtes pas Congolais, vous venez d'ailleurs. Vous venez du Rwanda et vous voulez... Et puis la majorité de ces gens-là parlent le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda. Ouais. Je suivais un documentaire. Okay. D'ici 2050, il n'y aura plus d'espace au Rwanda. Et le Rwanda veut trouver des espaces en RDC. La guerre que nous connaissons est à la fois une guerre des terres et une guerre économique. Le chef, lorsqu'il arrive, animé de bonne foi, il est allé dans la sous-région avec ses homologues pour essayer de trouver des solutions. Il y a eu même des accords commerciaux avec le Rwanda. On a parlé des accords des accords commerciaux avec le Rwanda. C'était des accords qui ont donné plus de moyens au Rwanda. Pas du tout. Selon l'opposition. Selon l'opposition. Cette opposition cette faible opposition. Faible opposition avec Fayulu Matata et les autres. Faible opposition. Fayulu, les autres qui n'ont même pas pu organiser une marche depuis qu'ils sont là. C'est vrai ça? Voilà, ils n'arrivent pas à mobiliser. Vous n'avez pas vu Chadar et les autres, ils ont organisé une marche ici pour soutenir les institutions. Ils se sont arrêtés quelque part et ils se sont dispersés. La marche la plus courte. La marche la plus courte et de marche où vous avez des gens qui prennent de l'eau et qui mangent. Nous avons connu des marches de peste quand le sphinx de l'Humété appelait les gens à marcher. Mais je vous dis, c'était les gens venaient volontairement et ça prenait toute la journée. Lorsqu'il appelait à des journées villes mortes, il y avait des villes mortes. Mais depuis que cette faible opposition est là, il n'y a pas de ville morte. Les gens sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Mais ils mangent en même temps, ils boivent de l'eau et ils rentrent tranquillement chez eux. C'est une preuve de la démocratie souverainiste, ça. Le chef l'a même dit. Il a même dit aujourd'hui. Il a dit depuis qu'il est là, il a commencé par présenter, avant de parler de la guerre de l'Est, il a présenté une situation, une évolution positive de la situation de respect des droits de l'homme. Il a souligné que depuis qu'il est là, il n'y a pas de prisonniers politiques, sauf ceux qui commettent des infractions de droit commun. Et nous constatons également que depuis que le chef est là... On parle de M. Jimmy du PPRD, on parle de... Non, ils ont commis des infractions... M. Barnabé, là. Écoutez, on parle de M. Manix, ils sont... Monsieur Delphin, il ne faut pas confondre... parmi les piliers de l'état de droit, vous avez ce qu'on appelle la légalité. Ok. Et dans notre arsenal juridique, vous avez le code pénal qui prévoit des incriminations et des peines contre des infracteurs. Il ne faut pas que l'on se permette, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'opinion, d'insulter le chef de l'État, d'insulter sa femme. Non, je parle des insultes qui sont des infractions. Dans une démocratie, l'opposition a pour rôle de jouer les contrepoids et pour amener voilà, justement, en faisant des propositions constructives, de critiques constructives
pour contraindre le pouvoir à répondre aux desiderata de la population. On dit que le pouvoir mais quand les gens pas tolérant, ces pouvoirs n'acceptent pas la contrainte. Quand les gens se permettent au nom de la démocratie, quand on dit des choses, quand le chien de garde, vous sortez pour... Écoutez, monsieur Delphin, les gens ne peuvent pas se permettre, au nom de la démocratie, insulter le chef de l'État. C'est une infraction. Mais on est contre les insultes. Insulter son épouse et ses enfants. C'est inacceptable. On doit moraliser la classe politique. Quel est le modèle qu'on présente à nos enfants, à ceux qui aspirent demain, à nous qui sommes jeunes, qui aspirons demain, n'est-ce pas, diriger ces pays? Qu'il faut insulter lorsqu'on est opposant? Non, on est contre les insultes. Alors, retournons à cette question. Alors, quelle est la solution durable, efficace pour trouver la paix à l'Est? Voilà, je suis porteur de 5 solutions. Ok, 5. La première solution, je demande au président de la République de retirer sa signature dans cette affaire de l'EAC. L'armée régionale? Oui. Okay. Parce que nous avons constaté que l'EAC, c'est pour ceux qui ont fait les humanités littéraires, ce n'est pas différent de la conjuration de Catilina. Vous savez, Catilina qui menaçait d'incendier la ville de Rome, venait siéger au Sénat, et quand Cicéron l'a aperçu, il a dit « Quousque tandem mabutere Catilina patientia nostra » jusqu'à quand, toi, Catilina, abuseras-tu de notre patience? C'est avec l'EAC qui abuse de notre bonne foi et de notre patience. Okay. Cette force régionale est venue ici avec un mandat répressif, mais c'est cette force régionale qui a levé les pieds, pas plus tard qu'hier ici, pour permettre à 356 militaires rwandais qui ont traversé la frontière, ils sont passés par Kibumba, où se trouve l'EAC, pour aller prêter main forte au 1-23 à Kichanga. C'est cette force régionale-là qui a, n'est-ce pas, facilité l'infiltration des officiers rwandais dans son commandement, alors que la RDC avait catégoriquement refusé que le Rwanda fasse partie du commandement de la force régionale. Donc nous constatons, il y a des exemples sur la RDC du pays. Nous devons, le chef doit quitter. Il faut que le chef quitte. Parce que le chef a dit une chose. On ne peut pas quitter comme ça, il y a des... Oui, il y a une procédure. Il y a une procédure qu'on amorce cette procédure. Dans cet accord de l'EAC, on dit aussi que l'EAC peut occuper des terres et peut aussi attribuer ces terres à qui? Un autre... Non, ça c'est du rencontrable, c'est des choses qui se disent, n'est-ce pas? C'est un peu de relire apparemment, il y a un article comme ça. Il y a un article comme ça. J'ai suivi M. Petit qui a lu un article, sous réserve de vérification, mais je ne vois pas le chef de l'État aller engager la République. Je crois qu'avant... La zone occupée par EAC, à tour de rôle, si c'était l'Ouganda peut donner ça à Burundi peut donner ça. Vous voyez ça, donc, dans votre pays, l'EAC peut commencer à imposer les lois. Et surtout, là, dans la zone tampon, qui aperçoit des taxes, qui prend des taxes, c'est comme si la RDC a sous-traité son indépendance, soit c'est parti des terres. Bon, une telle insiste dans l'accord, une telle insiste dans l'accord que vous faites allusion, c'est sous réserve de vérification, mais s'il en est ainsi, voilà la raison pour nous de se retirer. Se retirer parce que nous sommes rendus compte que cette force régionale ne nous aide pas. L'EAC ne nous a pas aidés. L'EAC est en train plutôt de faciliter l'occupation. Il reste 4 solutions. Deuxième solution, il faut une organisation du commandement militaire. Le chef de l'État, en tant que commandant suprême, doit organiser le commandement militaire. Autant, parce qu'on nous a laissé entendre que, vous savez, nous sommes une armée loyaliste, nous combattons tout en respectant le droit international humanitaire. Il arrive que dans de fortes agglomérations, que nous fassions des replis stratégiques pour protéger les Congolais. Mais je pense qu'autant l'on fait des replis stratégiques pour protéger les Congolais, autant nous pouvons récupérer ces terres-là, ces territoires conquis par l'ennemi, tout en respectant le droit international humanitaire. Alors, troisièmement, il faut un très bon salaire pour nos militaires, un très bon traitement pour nos militaires. Moi, je pense que la procédure
le processus de la réduction de train de vie qui avait déjà été amorcé avec la publication du salaire du président de la République, que ces processus continuent. On arrive, n'est-ce pas, la loi de programmation militaire avec $1 milliard américains qu'on doit donner au FARDC. Il faut que cela devienne une réalité, il faut qu'on donne des moyens. Mais l'essentiel est en train d'être fait par le régime Tshisekedi voilà, dans ce secteur-là. Et en train d'être... D'ailleurs, il n'y a jamais eu une loi de programmation. C'est une première, n'est-ce pas? Et ça, c'est un, coup de génie du président de la République. Nous lui disons chapeau bas pour ça, mais nous demandons au chef de continuer encore à donner les moyens aux FARDC. Et la quatrième, nous devons tourner vers le vrai ami. Le vrai ami de la Chine, la France, l'Angleterre et les autres. D'abord, dans la sous-région, dans la sous-région, nous devons tourner vers de vrais amis. L'Angola, Burundi. Voilà, la SADC. Parce qu'ils ont prouvé, lorsque nous avons été agressés pour la première fois par le Rwanda, ils sont venus à notre aide, à l'appel de M. Laurent Désiré Kabila, et ils ont été offensifs sur terrain. C'était l'Angola et... l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, autant que je m'en souvienne. Ils étaient offensifs sur terrain. Je crois que cette proposition que j'avais faite au chef de l'État est en train de prendre corps. Parce que j'ai vu, je suivis dernièrement le chargé des opérations, le chef d'état-major adjoint, chargé des opérations, le général Chiko Chitambwe, revenait, n'est-ce pas, d'une mission de réchauffement de la coopération militaire avec le pays membre de la SADC. Je crois que ça va évoluer, ça va produire de fruits. Ça, c'est le quatrième. La cinquième, le chef doit encore faire un appel, il l'a fait, mais il faut qu'il y ait un réchauffement encore en ce qui concerne la mobilisation des Congolais. Le pape l'a dit lors de son passage, il a dit le destin de ces pays, c'est entre vos mains. Il faut que l'on se lève sous la direction, le commandement, l'impulsion du chef de l'État. La jeunesse doit s'élever. Moi, je suis écœuré quand je constate que beaucoup de jeunes sont dans la tolérance et dans la jouissance, au moment où les assaillants, Paul Kagame et ses supplétifs d'un 23 occupent nos terres. Ça doit être une préoccupation pour nous en tant que jeunes. Nous devons nous lever, nous engager dans ces combats autour du président de la République, parce que c'est lui qui est le symbole de l'unité nationale, le symbole de la cohésion nationale, afin de défendre l'intégrité de notre pays. Merci, monsieur. Je vais terminer par cette phrase du chef qui a dit une fois, je crois lorsqu'il avait reçu les ambassadeurs, il a dit « Ni hier, encore moins aujourd'hui ou demain, un Congolais accepterait, n'est-ce pas, de céder le fisc 1 cm² de la RDC. Merci. C'est une rêverie pour Paul Kagame. Merci. Les territoires conquis par le 23 seront récupérés l'un après l'autre. Merci. Le chef avait aussi dit soit une paix totale ou soit une guerre totale. On en parle, mais du moins, il y a quand même les jeunes qui se sont enrôlés. Voilà, nous encourageons ça. La volonté est là, il faut encore maximiser cette volonté. Nous chutons avec vous avec cette dernière question. Parce que nous voulons relever la RDC. Monsieur Philemon, donnez-moi l'image de Gilles Alingeti, parce qu'il y a un rapport, le fameux rapport qui divise la classe politique. Il faut aussi avoir de moyens pour s'acheter des armes, malgré la mesure de la notification, déjà enlevé cela, mais il faut avoir de moyens pour outiller notre armée. Mais quand M. Gilles vous dit qu'il y a un contrat, le contrat signé entre la RDC et la Chine a tout gagné, mais la RDC a perdu. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ce que la RDC a perdu pour outiller notre armée? Oui, il y a moyen de récupérer ce que nous avons perdu. L'inspecteur général de finances, le gendarme financier, l'ange de la République, Gilles Alingeti, un citoyen valeureux de mon pays, a dit que la Chine nous doit 17 milliards de dollars américains en termes de financement. Moi, je pense que si nous réévaluons ces contrats, nous pouvons récupérer. Mais laissez-moi un peu exprimer ce regret. C'est vraiment avec amertume. Regret. Voilà que j'ai appris
le rapport accablant de l'IGF. Des révélations terribles. Terrible. Et c'est une criminalité économique à col blanc. Vous dites. Une criminalité économique à col blanc. Non, ce n'est pas ça, parce que moi je suis menée par les acteurs de la Kabylie. Ça atteste un manque d'amour pour le pays. Comment l'on peut brader les ressources minières, n'est-ce pas, de toute une nation, faciliter la dilapidation de ces ressources à un groupement d'entreprises étrangères, privées, au détriment des Congolais. Les gens sont en train de vociférer dans des plateaux de télévision, disant que c'est politique, c'est pour... C'était un rapport politique que vous avez pas du tout. En 2008, pour nuire l'image. Non, pas du tout. Nuire à l'image des Les gens autres. n'ont pas la conscience historique. En 2007, ce contrat a été signé en 2007. En 2008 déjà, le Fonds monétaire international avait dit qu'il était léonais. Ok. C'était pas, le président Tshisekedi n'était pas encore président de la République. En 2008, le président de l'Envol, actuellement à l'opposition, M. Delis Sessanga, à l'époque président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, avait dit que ce contrat était léonais et qu'à long terme, il hypothéquait, n'est-ce pas, toute une génération. Mais j'étais avec M. Romain Roland qui dit vous n'êtes pas en train de comprendre ce qui s'était passé. Aujourd'hui, nous avons la RDC à bénéficier de tout. Nous avons des réalisations grâce à ces contrats, le boulevard, l'hôtel du gouvernement, autant de choses, Pomposo et autres. Tout ça, c'est grâce à ces contrats. Kabila n'avait rien trouvé. Écoutez, dans ces contrats, les Chinois ont gagné le privé, là, 10 milliards. Nous n'avons obtenu que 822 millions en termes de financement. Mais quand vous entrez dans ces 822 millions, il était prévu qu'on construise des écoles, des chemins de fer, des centres hospitaliers. 100 et quelques comme ça, si je ne me trompe pas. Le cinquantenaire là, le cinquantenaire a 114 millions. 3500 km de chemin de fer. 3500 km de route. Avez-vous, quand vous regardez le Congo aujourd'hui, il y a des endroits qui sont enclavés. On a pu avoir ces 3500 km de route, autant de kilomètres de chemin de fer. On en a aujourd'hui 100 et quelques centres hospitaliers. On en a aujourd'hui... Mais cinquantenaire, non? Voilà, cinquantenaire, 114 millions. Un chiffre, n'est-ce pas, farfelu. 114 millions, alors que le même hôpital là, cinquantenaire, construit, je crois, quelque part au Rwanda, n'a coûté que 15 millions. Oui, effectivement, il y a eu la surfacturation dans cette affaire ici. 30 millions de dollars pour construire l'avenue du tourisme. On le prend pour qui? Il faut que les gens aiment ces pays. Voilà les gens comme ça qui s'érigent en chantre, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance et se permettent de donner des leçons au chef de l'État alors qu'ils ont bradé les ressources de la République lorsqu'ils étaient au pouvoir. Le procureur général attend qu'on les cherche, ou soit tu dois récupérer ces dossiers et puis agir. Moi, je demande... C'est d'abord votre mot de la fin. Je demande à l'IGF d'aller jusqu'au bout de sa logique, de transmettre ces dossiers au procureur général et que tous les auteurs, co-auteurs et complices dans ces dossiers de dilapidation de ressources minières de la RDC soient entendus, jugés et condamnés et que la République récupère son argent. Ils seront protégés par l'immunité parlementaire. On ne peut pas... Beaucoup dans ce pays, on doit attendre que 2 millions de gens qui détournent 2 millions. C'est pas normal. Merci. Il faut, n'est-ce pas, que les ressources, quand vous lisez la Constitution, on parle de la redistribution équitable des ressources, n'est-ce pas, du pays, à l'égard de tous. Merci. Il faut que cela devienne une réalité. Il ne faut pas que les individus continuent à s'enrichir au détriment des Congolais. C'est inacceptable. Merci, monsieur Christian Ngangue, au cadre d'un parti politique ANC de madame José Marie Ifoukou. Elle sera encore candidate?
Elle soutient le chef de l'État. Merci. Vous êtes aussi président d'une ONG JST, Justice Sociale pour tous. Merci. Avec vous, on a tenté. C'est moi qui vous remercie. On a tenté d'analyser les grandes lignes d'actualité. 52e session du Conseil des droits de l'homme. On a parlé également de la question de l'Est et aussi affaire contrat sino-congolais. On en a parlé avec vous. On ne peut pas terminer. On doit encore vous inviter pour continuer cette émission. Merci à vous. Suivez la rédivision de cette émission à minuit. J'étais accompagné à la réalisation, régie finale, tout la main ingénieuse, Monsieur Philémon qui était là, la sagesse fine de la chaîne, et derrière la caméra, Monsieur Eric. Restez fidèles sur la chaîne de la maman nationale, Maman Excellencia. Au revoir.